Bonjour, le Collège national des gynécologues obstétriciens de France est heureux de vous voir pour cette session sur l'adolescence et le gynécologue. Nous allons avoir donc 3 sujets: ménométrorragie d'adolescence, prise en charge de dystrophie mammaire et crise identitaire de l'adolescence. Tu as quelque chose à rajouter ? Non ? Bon. Oui, que la session a été faite donc par la Fédération nationale des collèges de gynécologie médicale et la Société française de gynécologie. Et que donc effectivement nous avons le plaisir d'aborder en fait cette question de l'adolescence, qui est vraiment une période très problématique pour nous les gynécos. Et donc nous avons demandé donc à Lise Duranteau d'intervenir sur les règles, les saignements utérins abondants. Donc Lise Duranteau, qui est responsable du service de gynécologie médicale et de l'adolescence, donc sur Bicêtre. Voilà. Je passe la parole. Bonjour, merci aux organisateurs de cette session pour l'invitation. Merci en particulier à la Fédération des collèges de gynéco-médicale. Alors, effectivement, on m'avait demandé le libellé de la session était ménométrorragie. Vous savez que ces termes de ménorragie, métrorragie n'ont plus lieu d'être, et on parle de saignements utérins anormaux. Et là, donc, la spécificité était de traiter des saignements utérins abondants chez l'adolescente. Ce n'est pas de lien d'intérêt avec le sujet. Alors, pour introduire le sujet, c'est un sujet qui j'ai pris le titre d'un éditorial que j'aime beaucoup et qui dit déjà beaucoup de choses. C'est que c'est un sujet qui est complètement négligé et que tout le monde devrait prendre en main. Les premières règles hémorragiques est un événement extrêmement fréquent et sous-estimé par l'adolescente, l'entourage et les personnels soignants. Il a un impact majeur sur leur qualité de vie, avec un absentéisme scolaire qui peut être régulier, une limitation des activités physiques et un impact sur la vie sociale. Et c'est aussi un enjeu de santé publique. Parce qu'en fait, lorsqu'on est sollicité pour ces saignements utérins abondants de l'adolescente, on s'aperçoit que les recours de consultation aux urgences et avec en conséquence parfois des hospitalisations sont fréquents, et a fortiori le recours à la transfusion sanguine aussi trop fréquent. Et tout cela doit conduire à sensibiliser tous les personnels autour des adolescentes pour dépister précocement ces règles hémorragiques. Alors, certes, il y a la définition, mais on va s'y tenir puisque c'est une définition qui repose sur des critères validés. Par définition, ce sont des saignements dont l'abondance est supérieure à 80 ml par mois ou qui durent plus de 7 jours et où surviennent à des fréquences inférieures à 21 jours. Ils sont mis en évidence par une méthode semi-quantitative qui est simple et reproductible, qui est le score de Ingham, qui est une méthode illustrée de coter l'abondance, l'imprégnation des protections et la présence de cailloux de débordement. Un score supérieur à 100 est considéré équivalent à une hémorragie supérieure à 80 ml, et sur plusieurs études, c'est une méthode qui est considérée comme extrêmement sensible à 86%, et donc c'est ce qu'on veut pour dépister les règles abondantes. N'empêche que ce PIBAC, c'est le terme anglais pour le score de Ingham, a énormément de limites. Et il faudrait évoluer sur ce score, car les règles peuvent durer plus de 8 jours. Si vous avez bien vu, le score de Ingham permet de coter pendant les jours des règles, considérés d'une durée de 8 jours. Il quantifie uniquement les règles et non les saignements intercurrents ou la présence de saignements continus. Et on va voir que dans certaines affections, c'est extrêmement important. Il y a un biais de subjectivité notamment lié aux difficultés de quantification chez l'adolescente. Vous imaginez que la variabilité doit être assez large. Les protections ne sont pas standardisées
Et il n'y a pas d'autre type de protection qu'on puisse rapporter sur ce score de Ingham. Et vous savez combien actuellement, et c'est tant mieux, elles utilisent des culottes menstruelles. Et enfin, c'est un score qui est peu transposable aux autres outils qu'elles utilisent, par exemple numériques. Donc même si le score de référence, il va falloir essayer de s'adapter avec d'autres petits outils. Et puis l'autre limite importante, c'est qu'il n'y a aucune échelle d'évaluation validée du retentissement sur la qualité de vie, qui peut être des arguments, des indicateurs de prise en charge importants. Parce qu'en fait, il y a peu de données sur l'impact sur la qualité de vie des règles abondantes chez les adolescentes. On sous-estime les douleurs associées, l'absentéisme scolaire essentiellement à la période des règles et en dehors, et la diminution des performances scolaires et des activités physiques, en particulier chez celles qui ont une activité sportive intense. Alors que peut-on rapporter sur la clinique éventuellement pour essayer de valider l'abondance de ces saignements? Donc le score de Ingham. Alors chez l'adolescente, on peut essayer d'ajuster sur la compréhension, le nombre de changes par jour où en fréquence horaire est parfois beaucoup plus facile à rapporter que l'imprégnation des protections, les débordements nocturnes et la présence de caillots, même s'il faut parfois leur expliquer ce que sont des caillots. L'asthénie est souvent rapportée comme globale, donc il n'y a pas de signe très spécifique, mais il y a souvent une dyspnée à l'effort, et même des faux diagnostics d'asthme à l'effort sur des situations comme ça. On en a tous vu, et des palpitations, et parfois les signes liés à la carence martiale sont présentés en premier. La clinique va surtout apporter des signes d'orientation de la cause, l'existence d'antécédents familiaux, mais c'est je l'espère, la situation la moins fréquente. Les antécédents personnels de saignements associés que nous, tous les gynécologues, ne recherchons pas assez. Vous allez le voir dans les études, on montre bien que la recherche d'épistaxis dans l'enfance, de gingivorragie persistante et pas seule gingivorragie occasionnelle, de saignements pendant une chirurgie est souvent négligée. La prise de médicaments pour l'orientation de la cause, les signes d'hyperandrogénie pour l'orientation d'une dysovulation, la recherche d'autres causes comme les infections en cas de rapport sexuel si l'adolescente en a déjà eu. Et puis enfin, l'examen gynécologique ne va pas apporter grand-chose chez l'adolescente vierge. Il faut quand même essayer de faire un examen vulvaire de principe, mais il n'y a pas l'examen gynécologique systématique n'est bien sûr pas nécessaire. Le premier bilan paraclinique de première intention, c'est de faire un bilan d'évaluation de retentissement et de recherche d'un trouble de l'hémostase, donc une numération plaquette avec un TPTCA, un fibrinogène, et je vous conseille de faire les bêta-hachés de principe. L'échographie pelvienne, on nous sollicite souvent en retard parce qu'on attend l'échographie. En fait, elle apportera peu de choses sur la prise en charge, donc elle est optionnelle au premier plan et surtout, il ne faut pas attendre le résultat pour mettre en route une prise en charge. Les examens de deuxième intention seront au mieux pratiqués s'il y a une anomalie. Pourquoi ? Parce que ces examens, dans le cas d'une suspicion de maladie hémorragique, donc une recherche de maladie de l'hémostase très particulière, seront à refaire dans des centres assez spécialisés de toute façon. Et le bilan hormonal dans le cas d'une dysovulation aussi sera peut-être probablement réitéré avec des dosages plus adaptés. Alors, quels sont les troubles de l'hémostase chez lesquels qui sont diagnostiqués au cours de ces règles abondantes? Ce sont essentiellement des maladies hémorragiques constitutionnelles. On va voir un petit peu la prévalence, mais il faut avoir une idée de ce type de diagnostic. Le diagnostic le plus fréquent, et encore ça varie un peu en fonction des centres, c'est celui de maladie de Willebrand. Et en fait, dans maladie de Willebrand, il y a les situations de facteurs de Willebrand ABC et les vraies maladies de Willebrand, les conductrices d'hémophilie dans les familles d'hémophiles. Parfois, ces règles abondantes amènent au diagnostic de déficit d'autres facteurs de la coagulation. Et enfin, toutes les dysfonctions plaquettaires constitutionnelles que sont les thrombopathies, Glanzmann, Soulier, mais qui souvent sont
des thrombopathies déjà diagnostiquées, car elles vont entraîner des saignements tellement importants que finalement, au moment de la ménarche, le diagnostic sera déjà fait. Il ne faut pas négliger toutes les maladies acquises, en particulier des plaquettes, les thrombopénies dans les chimiothérapies, mais surtout les dysfonctions plaquettaires qui sont extrêmement fréquentes quand elles sont recherchées. Là, ça dépend bien sûr des aptitudes des laboratoires à les rechercher, et c'est essentiellement les médicaments qui sont à l'origine de ces dysfonctions plaquettaires. Les traitements anticoagulants, mais en général, on a la notion de ce traitement anticoagulant. Les causes vaginales utérines en dehors de la grossesse sont extrêmement rares chez l'adolescente. Je les ai mises par esprit de système. L'adénomyose est peut-être un diagnostic qu'on fait un peu plus souvent parce qu'on est un peu plus performant en termes d'échographie et on recherche un petit peu plus ce diagnostic. Mais les autres, en dehors de ce diagnostic et les diagnostics d'infection, les autres causes sont bien sûr extrêmement rares. Et enfin, le diagnostic d'élimination lorsqu'on a éliminé une maladie de l'hémostase sont une anovulation, dysovulation dont on va faire rechercher une étiologie. Alors, quelle est la prévalence de ces troubles de l'hémostase lorsque on s'adresse à une cohorte qui consulte pour des règles abondantes? En fait, comme je vous l'ai dit, ça dépend de l'aptitude 1 à faire le diagnostic, 1 déjà à le rechercher de façon systématique, 2 à être capable de faire le diagnostic, et on verra qu'en fonction des centres de référence, la prévalence des différentes maladies de l'hémostase est assez variable. Et là, par exemple, dans une cohorte d'O'Brien de 124 patientes qui consultaient pour des règles abondantes, lorsqu'il n'y avait pas de recherche systématique, le diagnostic était fait dans 22%, alors que lorsqu'on le recherche systématiquement, il est fait dans 35%. Donc vous voyez quand même une prévalence assez forte de ce genre de troubles au sein d'une cohorte de jeunes filles qui viennent consulter pour des saignements utérins abondants. Et au sein de ces troubles hémorragiques se répartissent en général pour 50% la maladie de Willebrand ou les troubles liés aux facteurs de Willebrand, donc l'eau Willebrand ou la vraie maladie de Willebrand, et dans l'autre partie, essentiellement les dysfonctions plaquettaires. Une autre étude, alors là avec 113 patientes, alors il faut savoir aussi que dans l'étude précédente était par exemple une étude de recours aux urgences en consultation. Lorsque vous avez des études qui sont plus faites, et dans la littérature il y a énormément d'études qui sont faites par les médecins de l'hémostase et beaucoup moins par les gynécologues et les autres spécialités, vous avez forcément une fréquence de ces maladies qui va changer. Donc là c'est une cohorte faite par des centres qui ont un laboratoire tout à fait orienté, enfin de référence de ces maladies, dans une cohorte de 113 jeunes filles, pour qui l'âge de la ménarche était aux environs de 12 ans. L'âge aux symptômes, donc des saignements utérins abondants, était de 13,5 plus ou moins 2,8. Donc vous voyez, les saignements ne sont pas forcément abondants dès le début de la ménarche. Séparé... on va analyser les résultats en fonction de 2 groupes. Un groupe qu'ils appellent le groupe 1 qui a consulté pour des saignements utérins abondants dans les 2 années post-ménarche, et le groupe 2, malheureusement beaucoup plus faible, qui a consulté 2 années après, au-delà de 2 années après la ménarche. Donc de façon globale, lorsqu'on regarde la prévalence des troubles dans cette cohorte de 113 patients, vous voyez, on a un trouble de l'hémostase dans 48%, ce qui est assez élevé, mais encore une fois, c'est fait par un centre universitaire qui a un centre de référence de l'hémostase. Avec là une répartition un peu différente des dysfonctions plaquettaires, 18% et 13% de Van Willebrand disease, de maladie de Willebrand, et 12% de déficit de la coagulation. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous regardez au sein de la cohorte, parmi le groupe 1 et le groupe 2, donc groupe 1, les saignements précoces dans les 2 années qui suivent la ménarche, et groupe 2, au-delà de 2 ans après la ménarche, vous n'avez pas de différence de prévalence, en tout cas pas significative, de prévalence de diagnostic de ces troubles. Donc on n'a pas forcément, en fonction du profil des saignements et de la survenue de l'abondance des saignements, un critère pour un diagnostic plus précoce. Et la deuxième chose, c'est que la répartition
la répartition des diagnostics est peu différente, peut-être une tendance à plus de dysfonction plaquettaire dans le groupe 2, mais le groupe 2 est quand même très déséquilibré par rapport au groupe 1. Une autre étude, là, au sein d'un centre qui fait le diagnostic des maladies hémorragiques, pour vous dire combien le symptôme règle abondante à la ménarche ou règle abondante à l'adolescence est un symptôme qui est fort, puisque dans les diagnostics, dans un centre qui fait le diagnostic de troubles de l'hémostase, pour 50% de ces troubles Willebrand et 30% à peu près de dysfonction plaquettaire, vous avez chez des jeunes filles, dans une cohorte de 102 jeunes filles âgées de 9 à 21 ans, dans une analyse rétrospective, alors qu'elles ont toutes une ménarche à peu près en moyenne comparable, 46%, donc près de 50% d'entre elles avaient des règles abondantes à la ménarche. Et que, encore une fois, cette étude montre que le symptôme, qu'il soit aux alentours de la ménarche ou très loin de la ménarche, ne modifie pas ni la répartition des diagnostics, ni le critère règles abondantes, ni la prévalence des règles abondantes. Une étude un peu plus intéressante pour nous, gynécologues, qui allons peut-être, qui nous montre bien qu'il n'y a pas forcément de facteurs prédicteurs au sein du profil de cycle, au sein de qui caractérise les règles, qui permettrait de faire ce diagnostic. Donc déjà, la cohorte est plus large, c'est une étude américaine qui est faite par l'Université du Texas, qui a aussi repris quelques dossiers d'un autre centre de Buffalo. 200 jeunes filles, avec, vous voyez, toujours des ménarches tout à fait comparables à 12 ans. Et là, ils ont fait deux groupes. Un groupe avec des jeunes filles qui avaient des cycles anovulatoires, avec une définition tout à fait correcte des cycles anovulatoires, et un autre groupe avec des cycles ovulatoires. Ce qu'on voit, c'est que le délai médian au diagnostic de saignement utérin abondant est de 3 ans. Donc vous voyez, la question, la mise en évidence des saignements utérins abondants est extrêmement tardive. Et que il est étonnant combien, si on fait le score de Ingham, si on essaye de l'estimer, combien il était évident que les saignements étaient abondants, puisqu'il est en moyenne de 386, qu'il avait entraîné 33% de consultations aux urgences, de 25% d'hospitalisation et de 19% de transfusion sanguine. Donc vous voyez un impact quand même en termes de santé extrêmement qui n'est pas négligeable. Dans cette cohorte, c'est intéressant, c'est qu'on retrouve ce ratio qu'on accepte de façon générale avec nos collègues de l'hémostase, c'est que si vous prenez des saignements utérins tout venant, le diagnostic, la prévalence du diagnostic d'une maladie hémorragique constitutionnelle est d'environ 33%. Et sans différence dans le groupe anovulation et le groupe ovulation. Alors, parmi ces diagnostics de maladies hémorragiques, c'est intéressant dans cette étude plus récente qu'on retrouve, bien sûr, le diagnostic le plus fréquent, c'est les désordres liés au facteur Willebrand, avec 57% de pathologies liées à un facteur de Willebrand, de troubles d'hémorragie liés à un facteur de Willebrand bas, et 25% de vraies maladies de Willebrand. Donc quand même des maladies de Willebrand qui vont impacter sur la suite de la vie et en particulier la grossesse. Donc diagnostic quand même qui a un impact important sur la vie génitale. La dysfonction plaquettaire, c'est un centre de référence, une prévalence de 13%. Donc vous voyez, c'est quand même normalement le Willebrand qui prévaut dans ces diagnostics. L'autre chose, quand on regarde les spécificités de la cohorte, donc je vous rappelle, un groupe d'environ 100 patientes qui avaient des cycles anovulatoires et 100 patientes qui avaient des cycles ovulatoires. Il n'y a pas de différence. L'âge moyen du diagnostic était le même. Elles étaient bien sûr un peu plus obèses dans le groupe dysovulation. L'âge aménarche, je vous ai dit, tout à fait équivalent. Et vous voyez, le délai diagnostique est de 3 ans au-delà de l'aménarche, quel que soit le type de cycle. Et pourtant, la survenue des hémorragies, des saignements utérins abondants a été d'une demi-année. On retrouve à l'âge du premier saignement, un âge qui est
antérieure à l'adolescence et à la ménage de 12 ans. Et comme je vous ai dit, des consultations préalables, ces saignements ont amené des consultations préalables aux urgences et en unité soins intensifs. Donc pour nous gynécologues, pas de facteurs prédictifs sur l'âge de la ménarche, le profil des règles. Par contre, ce qui est très intéressant dans leur étude, c'est que, et c'est probablement là où nous pêchons, c'est que bien sûr, si vous avez dans le groupe anovulatoire, vous avez un délai au diagnostic qui est beaucoup plus précoce. Donc le délai au diagnostic moyen pour l'ensemble de la cohorte est de 4 ans après le premier saignement. Donc vous voyez là un retard diagnostique qui est quand même difficilement acceptable. Par contre, il est de 2 ans lorsque les cycles sont anovulatoires, en sachant que dans cette cohorte, environ la moitié de ces jeunes filles qui avaient un diagnostic de maladie hémorragique avaient une anovulation. Et il est de 6 ans en moyenne si les cycles sont ovulatoires. Donc aucune raison d'être passé à côté, sauf que probablement la question n'a jamais été posée ni l'évaluation faite. Donc c'est une vraie leçon pour nous, c'est-à-dire pas de facteur prédictif évident, mais bien sûr si on ne le cherche pas, on ne trouvera pas. Dans ces désovulations, il y a je vous disais, il y a beaucoup d'études de ce type dans la littérature hématologique, il y en a très peu. Il y en a un peu plus, mais il y en a très peu et pas assez dans la littérature gynécologique pour effectivement analyser un petit peu la fréquence de la désovulation dans ces situations-là, qui peut être un élément diagnostique intéressant précoce pour la suite de la vie. Alors, même si on peut peut-être remettre en question les estimations chiffrées de la prévalence de ces troubles ovulatoires, il est vrai, parce qu'il y a très peu d'études et que la définition, par exemple, de l'immaturité de l'axe, j'aime pas trop ce mot, mais c'est la désovulation post-pubertaire, et la définition du syndrome des ovaires polykystiques chez l'adolescente ne sont pas tout à fait bien claires. Ce sont quand même les 2 diagnostics les plus prévalents dans les situations de cycle anovulatoire. Et vous voyez, dans cette cohorte qui recherche beaucoup plus les diagnostics d'anovulation, qui est une étude plutôt gynécologique, il y a 10% de diagnostic de maladie hémorragique. Donc tout dépend où on se met et quelle énergie on met à rechercher les troubles, en fonction de probablement ses compétences. Donc, quelle prise en charge, quel traitement? Je vais devoir aller vite. En dehors de la transfusion, alors souvent la barre est mise à 6, mais nous on a des adolescentes qui supportent très bien les 3-4 grammes. Il faut savoir que ce sont des anémies souvent chroniques, donc extrêmement bien tolérées. Donc l'indication de la décision d'indication de la transfusion, c'est quelque chose qui doit être extrêmement pesé. Le traitement repose sur 4 types de traitements: l'acide tranexamique, le fer, le traitement antalgique et le traitement hormonal, le plus souvent en 2e intention. Vous me donnez encore 3 minutes? Alors, pour dire que l'acide tranexamique est un des outils thérapeutiques les plus importants, on a peu de données, mais on va avoir de plus en plus de données parce que c'est un outil qui est probablement sous-utilisé, surtout par nous, les gynécologues, et qui a une efficacité peut-être pas suffisamment démontrée, mais quand même, dans la dernière revue Cochrane, versus placebo, il y a une réduction significative des saignements. Versus progestatif, on arrive à être meilleur que le progestatif. Et par contre, lorsque on analyse l'efficacité par rapport au stérilet ou hormonal, bien sûr, l'acide tranexamique est inférieur. Mais n'empêche que par rapport à rien et un traitement hormonal de type non-stéroïde ou un autre progestatif, l'acide tranexamique est dans ces études plus important. Donc il est à utiliser au cours des saignements actifs, seul ou en association au traitement hormonal. Donc là, il y a quelques études avec l'acide tranexamique chez les adolescentes. J'irai vite en disant que ces études ont été faites dans des toutes petites cohortes de 25, vous voyez, patientes. Il y a très peu dans ces 25 patientes, il y en a trop peu qui ont étonnamment un trouble, une maladie hémorragique. N'empêche qu'en termes de résultats, assez vite, vous arrivez à réduire les saignements très abondants, et au bout de 3 mois, vous n'avez quasiment plus de saignements très abondants, et donc vous avez une efficacité sur le volume de l'abondance des saignements,
Et là, sur des scores un petit peu, sur un questionnaire qui n'est pas validé, mais qui a été fait par les investigateurs, vous avez une réduction dès le premier mois de l'absentéisme scolaire et une augmentation, une possibilité de retour aux activités physiques et sociales. Lorsqu'on regarde la tolérance, alors là, je prends le temps de vous dire que dans ces études, la dose, alors aux États-Unis, ils ont des comprimés à 650, donc ils donnent 2 fois 3, donc 6 comprimés à 650, soit 6900 mg. Nous avons des comprimés à 500. Et en termes de tolérance, il n'y a rien de particulier que des petites choses, des événements indésirables qui sont tout à fait aspécifiques. Le traitement hormonal, pour vous dire que dans les recommandations internationales, il est recommandé en première intention sur le Royal College donc, britannique et l'American College, et que dans les RPC françaises qui ont été publiées de façon partielle, mais qui vont l'être peut-être bientôt, l'acide tranexamique est utilisé et recommandé en première... le traitement hormonal, est recommandé au même niveau que l'acide tranexamique, en sachant que, vous vous souvenez, dans les RPC de la contraception, on dit bien que les contraceptifs sont extrêmement efficaces, niveau de preuve 1, sur les ménorrhagies. Mais, bien sûr, nous n'avons pas de données spécifiques chez les adolescentes. Il y a une étude là, mais avec 17 patientes enrôlées, c'est un crossover. Vous avez, sur la première partie de l'étude, 12 patientes qui ont fini, puis 9. Je dirais très vite que là, on a comparé l'acide tranexamique à 6900 mg versus une contraception œstroprogestative à 30 microgrammes d'éthylènestradiol, et que, il y a une efficacité tout à fait comparable sur le score de Ingham et sur la durée des règles, sans différence entre l'acide tranexamique et la contraception. Donc chez l'adolescente, il n'y a pas de raison de ne pas utiliser aussi de la même façon le traitement œstroprogestatif de type pilule combinée si on souhaite un traitement hormonal en l'absence de contre-indication vasculaire, et en alternative les traitements progestatifs. Je vais passer très vite, je n'ai pas le temps en ce qui concerne les maladies, les patientes qui ont une maladie hémorragique constitutionnelle. L'idée, c'est de prévenir la survenue de ces règles abondantes, et donc on doit travailler en partenariat avec les médecins de l'hémostase, et c'est à nous d'annoncer le risque hémorragique des règles et de préparer un petit peu la survenue de la ménarche en les voyant de façon pré-pubertaire, en essayant d'évaluer la puberté et la date de survenue de la ménarche, en rassurant sur la possibilité d'une prise en charge. Conduite proposée à l'approche des règles, ça c'est quelque chose d'important parce que les mamans, l'entourage est souvent extrêmement stressé. Vous donnez tout ce qu'il faut, prescription de dosage d'hémoglobine, score de Ingham et les prescriptions anticipées d'antalgiques, d'acide tranexamique et de fer, et éventuellement, par exemple dans les formes très sévères de Willebrand 3 ou de Glanzmann, un traitement hormonal, et puis elle nous contacte dès qu'elle saigne, et on gère ça soit à distance, soit de façon extrêmement rapprochée avec les outils dont elle dispose. Et il faut surtout ne pas être rassuré par les premiers mois. Les mois suivants peuvent être plus abondants que les premiers mois de la ménarche. Tout ça pour vous dire que dans cette stratégie thérapeutique, elle est disponible au sein des documents qu'éditent les centres de pathologie gynécologique rare. Je dirais simplement que nous sommes en cours d'actualiser sous forme d'un protocole national de soins avec les médecins de l'hémostase du réseau MEMO ces stratégies thérapeutiques chez les jeunes filles qui ont une maladie constitutionnelle. Voilà, nous, à Bicêtre, nous avons créé une structure JDEMO en collaboration avec les médecins de l'hémostase. Voilà, je finirai en vous disant que j'espère que vous aurez compris les enjeux pour nous, gynécologues, en vous faisant remarquer que dans toutes les études, les gynécologues sont les spécialistes en nombre de fractions de recours les plus faibles. On est à moins de 10% de prise en charge de ces saignements utérins abondants, et que je pense qu'on sous-estime et on n'évalue pas assez l'abondance des règles. Or, il y a une prise en charge thérapeutique adaptée qui peut tout à fait impacter sur la qualité de vie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.
Merci Lise. Une première question pour ma part avant d'aborder avec ceux de la salle. Au point de vue imagerie, il y a marqué que l'échographie peut attendre, mais quand ce sont de très jeunes filles, si on peut dire pour l'échographie seule, est-ce que ça suffit ou il faut aller l'imagerie un peu plus poussée éventuellement? On n'a pas besoin d'imagerie poussée. L'idée, c'est de prendre en charge, c'est-à-dire de résoudre le problème de l'hémorragie, du saignement aigu, et que le diagnostic de l'affection gynécologique éventuelle doit se faire secondairement. Merci. Y a-t-il des questions dans la salle? Bon, bien s'il n'y a pas de questions, merci. On va demander... Oui, une question, s'il vous plaît, micro. Juste une petite question pour la citranexamique. Est-ce qu'il y a des contre-indications en cas d'antécédents familiaux de thrombose? Alors, moi, effectivement, je trouve que c'était la seule question qui se posait, puisque c'est une histoire ancienne. Et en fait, j'ai vu les médecins de l'hémostase utiliser ce médicament de façon extrêmement large. Pour eux, il n'y a pas de contre-indication liée aux antécédents familiaux de thrombose. La seule contre-indication pour eux, à forte dose dans les maladies très sévères, c'est l'insuffisance rénale. Mais c'est surtout des situations de grossesse où quand on est obligé de prendre la citranexamide de façon continue à de fortes doses. Mais il n'y a pas de contre-indication liée à la maladie thromboembolique veineuse. D'où l'intérêt aussi de l'utiliser largement. Merci. Je demanderai au conférencier suivant s'il est arrivé, M. Fiad. Non, on va passer à notre ami M. Bengozi qui va nous parler de la crise identitaire à l'adolescence. Alors, qu'est-ce qu'on doit dire à l'heure actuelle devant tout ce qui apparaît comme lui, elle, it, comme disent les Américains? Comment s'adresser à ces patients et comment leur parler surtout, car tout est un problème de langage. Donc je vais présenter donc le docteur Pierre Bengozi, qui est pédopsychiatre, psychanalyste de groupe et de famille et membre du comité exécutif de la chaire UNESCO de santé sexuelle et droits humains. Bonjour. Merci la Fédération française de gynécologie, la Société française de gynécologie, la Fédération des collèges de gynécologie, de me donner l'occasion de partager avec vous cette question autour de la crise identitaire de l'adolescence. Alors en fait, c'est vrai que c'est d'une place un peu mixte et un peu hybride que je vous parle. D'un parcours personnel lui-même un peu hybride, puisque je me suis intéressé entre autres aux problématiques de transsexualité il y a plus de 30 ans avec Henri-Pierre Klotz, avec qui j'ai eu l'occasion de créer l'association l'AMEFAT, l'association médicale d'aide aux transsexués. Et aujourd'hui, effectivement, cette question nous revient de façon un peu étrange lorsque j'entends Pierre Bengozi, s'il vous plaît, dites-nous qu'est-ce qui se passe là dans l'école. Il y a 4 filles qui veulent se faire transformer parce qu'elles se disent être des garçons. Donc il y a quelque chose qui nous questionne. Alors je vais aborder ces questions en réinscrivant déjà la clinique identitaire dans le passage de l'entre-deux de l'adolescence, sachant qu'effectivement, c'est une question, et en particulier la question de l'interrogation de l'identité sexuée, fait partie des questions qui sont naturellement partagées à l'adolescence. Et de nombreuses études nous montrent que même si dans cette école et statistiquement on voit aussi bien, je crois un peu moins dans les consultations de gynéco, mais en tout cas pour nous dans le domaine de la pédopsie, des nombreuses personnes, nombreux jeunes qui viennent
avec ce genre de problématique d'identité, il apparaît en tout cas statistiquement qu'une grande majorité à l'adolescence ne poursuivront pas finalement leur demande de transformation après la puberté. Statistiquement, 80%, 85%. Donc, cette problématique identitaire est à penser comme un processus évolutif, et il se trouve qu'on est dans un contexte où l'offre technico-médicale se trouve complètement imprégnée, contaminée par les médias, les réseaux sociaux, mais aussi les effets de propagande communautariste qui nie et qui voudrait abolir l'idée justement que l'adolescence c'est un passage de construction subjective et la stigmatiser de façon radicale et trop tôt par des pseudo-coming out. Alors, un mot pour, évidemment je n'ai pas le temps de détailler tout ça, pour actualiser l'idée que l'adolescence dans sa diversité est à penser comme un événement d'entre-deux que j'appelle chrysalide, vous comprendrez un peu pourquoi tout à l'heure, et chrysalide est généalogique. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas réduire l'adolescence à une histoire individuelle. Elle est évidemment toujours une histoire singulière, mais elle est à penser non seulement dans le cycle de vie individuel, mais celui familial, et vous l'entendez, dans un contexte socio-culturel. Et ces déterminants vont avoir une influence importante parce que nous sommes structurés avec des contenances que je n'ai pas le temps de développer ici, que je formule ici par ma théorie du maillage, mais je crois que je n'aurai pas le temps de vous le dire, en termes de contenance individuelle, familiale et sociale. Donc l'adolescence chrysalide, c'est une métaphore, c'est le titre d'un livre que j'ai dirigé, qui est intéressant en tant que métaphore parce qu'elle illustre bien qu'un adolescent et que l'adolescence, ça n'est pas un enfant qui grandit simplement, ça n'est pas de façon négative, ce n'est plus un enfant, ça n'est pas encore un adulte, c'est vraiment un monde formidable à part, un entre-deux aussi entre-deux, aussi spécifique que peut être une chrysalide par rapport à une chenille et par rapport à un papillon. Quand vous voyez un papillon, quand vous voyez une chenille, on ne peut pas imaginer que ce soit le même individu, hein, et pourtant c'est le même. Eh bien, cette métaphore doit vous montrer que l'adolescence est à penser dans une dimension complètement spécifique, dans un processus totalement à part, qu'on va retrouver à travers des travaux comme ceux de Dolto et Françoise et Catherine, sa fille, à travers les notions de complexe du homard, comme une mue, une véritable mue de peau, pour reprendre aussi des notions développées par Didier Anzieux sur la notion de peau psychique. Donc moi je développe ces notions en termes de mue comme une mue de serpent, une mue de contenant. Hein. C'est cette mue qui est à penser comme une véritable crise identitaire, une crise fondamentale qui est une transformation à prendre en considération dans sa spécificité. Cette identité, passage d'entre deux contenants, va témoigner d'une transformation de l'image inconsciente du corps et finalement les manifestations qui vont se révéler à travers des malaises, des questions autour des préoccupations identitaires vont renvoyer en même temps aux transformations profondes et inconscientes de l'image inconsciente du corps. On connaît l'anorexie mentale, etc., comme des symptômes de cette transformation de l'image inconsciente du corps. J'insiste pour dire que ces histoires individuelles, il faut les réinscrire dans un contexte aussi familial et social. Il faut savoir que l'adolescence et les manifestations de l'adolescence sont aussi des symptômes sociaux. On a des symptômes, y compris somatiques, qui vont être des modes d'expression qui vont être complètement variables en fonction des contextes culturels. Alors, je ne détaille pas ma théorie du maillage pour passer tout de suite à
ce sur quoi je voudrais insister, c'est-à-dire à différencier le sexuel et le genre. On est dans un contexte où les médias, les formulations LGBTQI, etc., nous amènent effectivement à penser en termes d'identité fluide, dans une espèce d'identité liquide qui en arrive effectivement à nous amener dans des confusions qui ne correspondent pas à une dimension psychodynamique clinique. Alors le sexué, je parle du sexué en termes psychiques. Le sexué, c'est important de le penser comme une inscription dans le lien. C'est auto-hétéro-référencié au sens de, à la naissance, c'est un garçon, c'est une fille, mais aussi va renvoyer la question du sexué à ce qu'on va appeler les dysmorphies dites de genre que, d'après cette définition que je suis en train de vous donner, que je vais appeler des dysmorphies du sexué. Je trouve que le terme de dysmorphie de genre est un mauvais terme, et que ces dysmorphies du sexué vont témoigner effectivement d'enjeux, de discordance entre un vécu psychique et une dimension biologique, un corps de femme avec un vécu d'homme, etc. La question va se poser de façon complètement différente, mais aussi dans ces questions effectivement de préoccupation entre une discordance entre la dimension de l'assignation, ce qu'on appelle l'assignation du sexe, et la réalité du sexe à travers la question de l'intersexué. Et je viens d'avoir juste un très court entretien avec Madame Duranton, qui justement travaille sur les intersexués, et c'est très important justement d'être dans une attitude extrêmement prudente, et c'est le message essentiel que je voudrais partager avec vous, sur ne pas stigmatiser ce qui est en fait des périodes de passage, des périodes de construction, et qui vont être, il est important de respecter cette temporalité. Donc à la différence du sexué, c'est-à-dire je suis un homme, je suis une femme, psychiquement, le sexuel, c'est la vie sexuelle, c'est à la fois les avatars de la vie sexuelle, des relations sexuelles, c'est tout ce qu'on va appeler, tout ce qu'on va retrouver dans les problématiques dites sexologiques, impuissance, etc. Mais c'est aussi la question de l'orientation sexuelle, ce qu'on appelle en termes psy les choix d'objets d'amour, homosexuels, hétérosexuels, et pourquoi pas asexualité. Donc le sexuel, c'est autre chose que le sexué. C'est très important parce qu'on mélange, et actuellement les adolescents que je reçois me disent effectivement alors ils mélangent complètement, ils disent je suis binaire, je suis pas binaire, je suis fluide, je suis homosexuel, je suis trans, voilà. Et le problème, c'est que ça s'inscrit dans un contexte médiatique et idéologique qui fait qu'elles s'identifient à travers leur réseau à des identités qui font pas sens, qui font sens pour elles à un moment donné, mais qui sont dangereuses si elles sont stigmatisantes. Le genre, effectivement, il y a une grande difficulté à aborder le terme de genre parce qu'il est contaminé, en particulier au niveau de la langue, parce qu'en anglais, gender, c'est autre chose. Les travaux de Butler travaillent autre chose. J'ai relu tout Butler. C'est complètement différent de ce qu'on en parle, ce qu'on en dit actuellement. Pour moi, le genre, c'est très clair. C'est la condition sociale, culturelle et géopolitique d'être homme, femme, etc. C'est-à-dire que être fille en pays taliban aujourd'hui, effectivement, c'est pas la même chose que d'être au Danemark, etc. Et ça, c'est une spécificité. Donc, sexué, sexuel, genre. Alors, la dysphorie de genre, c'est bien la dysphorie du sexué. Elle correspond à ce ressenti fort, par définition, de plus de 6 mois d'identification à une identité sexuée, différente de celle assignée à la naissance. C'est « je suis un homme dans un corps de femme », par exemple. Alors, là où c'est difficile, et c'est vrai que l'ensemble des travaux se retrouvent en confrontation, en particulier sur cette question, parce qu'il y a
que moi je propose de penser comme l'infantile généalogique, la dysphorie infantile généalogique, c'est-à-dire qu'effectivement, on la retrouve dans un scénario assez classique finalement, de façon extrêmement précoce, hein, souvent 3, 4 ans, 5 ans, hein, comme ça. Voilà. Et c'est complètement, à mon sens, enfin complètement non, disons, c'est à différencier effectivement des préoccupations identitaires qui vont se poser à l'adolescence et qui vont questionner et qui elles-mêmes sont bien ces préoccupations identitaires chrysalides à l'adolescence. Alors, il se trouve qu'effectivement, là, il n'y a pas de test diagnostique qui permet de savoir dans quel cas on est. Hein, et donc, effectivement, ça suppose une clinique et il y a très peu de, enfin, on a très peu de travaux qui nous permettent de penser ça, surtout que c'est une question complètement idéologiquement contaminée. Et que la question de la construction identitaire du sexué, effectivement, on n'a pas psychiquement, on a des grandes difficultés à le penser, même en termes métapsychiques et métapsychologiques. Et moi, je propose, en fait, à partir de mon expérience, de penser que ce qui se construit de façon extrêmement précoce, qui va se manifester par ces identités dites que j'ai proposé de penser généalogiques, hein, correspondent à des constructions extrêmement précoces faites sur des failles dans la fantasmopoïèse. Alors, pourquoi c'est important pour nous, psy, c'est qu'effectivement, ça ne se travaille pas par la psychanalyse classique, ça ne se travaille pas par la psychologie classique, parce que on n'est pas, comme dans la psychanalyse classique, dans des problématiques où la cure de psy va faire par les associations libres que vous connaissez, etc., le travail d'écoute comme ça. Ce type de travail, en fait, ne permet pas du tout d'avoir une écoute sur la manière dont ça se construit. On est, en fait, porteur, un peu ventriloque d'histoires qui nous construisent, et c'est toute une nouvelle manière de penser actuellement en psychanalyse, comment les dimensions inter- et transgénérationnelles participent à faire que nous nous construisons sans avoir la possibilité même d'être concernés par des problématiques de refoulement. Alors c'est un peu complexe ce que je suis en train de vous dire pour certains, puisque je crois que vous êtes un public essentiellement gynéco, mais c'est très important pour comprendre que actuellement il y a des débats entre les uns et les autres, parce que ça pose de vrais problèmes métapsychologiques, à tel point que finalement, actuellement, il y a une espèce de consensus, enfin, je crois qu'en tout cas au niveau des psys, une grande majorité des gynécos, il y a un consensus sur la question de l'adolescence, à savoir prudence, alors que pour les autres, effectivement, là, le débat est beaucoup plus difficile. Alors, j'ai combien de temps encore ? 5 minutes 10 minutes? Ouais. Je ne voudrais pas abuser de mon temps parce que je sais que voilà, il y a des contraintes. Voilà. Alors, pour illustrer un peu ce que je suis en train de vous dire, ça correspond à une écoute pratique et comme ça, qui nous amène à travailler différemment que l'écoute classique psy de la construction du sexué, et d'être amené à proposer ce que je propose d'appeler des médiations à la figurabilité, c'est-à-dire à rendre visible l'inconscient, ce à quoi on ne peut pas avoir accès habituellement. Habituellement, on a accès à l'inconscient à travers les associations, je l'ai dit, le travail sur le rêve, etc. Et là, en fait, ce travail-là n'est pas accessible parce que en amont, les conditions même de psychique ne rendent pas possible cet accès-là, d'où l'idée de médiation telle que le génospatiogramme narratif que je propose, qui est une manière de penser, grâce à une approche familiale et généalogique, la construction de l'identité. Alors, je vous illustre très vite pour vous montrer ce que j'appelle un spatiogramme narratif. Concrètement, je fais référence à une adolescente qui est venue avec sa mère,
elle était là comme ça avec ses cheveux qui lui cachaient complètement le visage, avec une espèce de pull qui lui prenait tous les bras comme ça, un peu androgyne, et sa mère dit c'est bizarre parce qu'on dit qu'elle est homosexuelle et elle se dit homme dans un corps de femme. Hein, donc c'est comme ça que ça se présente. Et je propose dans cette consultation-là de faire un dessin de la maison. Alors, vous allez me dire quel rapport un dessin de la maison alors qu'elle vient pour une histoire d'identité, etc. L'idée, c'est un peu comme les dessins de bonhommes d'enfants, dans les dessins d'enfants qui sont là et qui témoigneraient d'une certaine projection de la construction inconsciente du corps. Eh bien, l'habitat, le vécu de l'habitat, va témoigner de quelque chose en rapport avec la construction de l'image du corps. Ce qui est fascinant pour moi dans ce dessin-là, c'est que quand je lui ai dit de dessiner, bon, elle commence à dire qu'elle ne voulait pas sortir de chez elle, etc. Et je lui ai dit, dessinez votre maison. Elle me dessine ça, et effectivement, même sa mère dit, mais c'est vide. Voilà. Et alors, ce rapport au vide est très important dans ce type de construction qui renvoie effectivement à des problématiques qui se sont construites, je n'ai pas le temps évidemment d'insister, c'est pas évident, sur des contenants troués. C'est comme si effectivement on était dans des contenants psychiques, comme des tonneaux d'Anaïde, qui étaient toujours vides, parce que de toute façon ils ne peuvent pas se remplir parce qu'ils sont troués. Hein. Ils sont troués parce qu'il y a des trous dans l'organisation du lien de filiation en particulier. Hein. Et elle dessine sa chambre. Alors, en général, je demande effectivement aux adolescents de dessiner leur chambre. Et alors, par exemple, c'était assez amusant un peu comme ça, parce qu'elle dit il y a un arbre à chat dans ma chambre, et elle dit mais il n'y a pas de chatte dans cette chambre. Il n'y a pas de chatte. Alors évidemment, on peut associer. Et elle dit la chatte, elle est dans la chambre de mon frère. Hein. Voilà. Donc c'était assez amusant comme ça au niveau des signifiants qui se mettent à circuler. Ce qui est très important, c'est de voir que ces failles-là correspondent à des problématiques en règle avec des inscriptions défaillantes dans l'inscription de la filiation du masculin et dans la filiation du féminin. Et dans cette histoire-là, l'intérêt de rapprocher le dessin de la maison avec ce qu'on appelle un génogramme, c'est-à-dire une sorte de Canada Dry d'arbre généalogique qui permet de figurer un peu l'organisation et l'organigramme du généalogique, va mettre en évidence, voilà, une forme de génogramme, va mettre en évidence sur plusieurs générations, sur en fait là au moins 4 générations, quelque chose qui témoigne de failles dans l'inscription du féminin. Alors avec tout le temps, toujours quelque chose autour de l'humiliation d'être femme, les grossesses honteuses, les femmes abandonnées, les pères, les grossesses. Et alors c'est intéressant de rapprocher ce que va dire cette mère en coprésence de sa fille, quand elle va dire, en fait, moi, depuis toute petite, j'ai toujours eu l'impression que mon père ne pouvait pas me regarder comme fille. Il a toujours voulu que je sois une fille. Alors que sa fille à côté est en train de dire, moi, je veux être un homme. Et donc, c'est important de ne pas le penser de façon linéaire comme des causalités comme ça, mais comment ça se construit, hein ? Et comment ça se construit ? Effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu cette fille et cette mère complètement évoluer. Alors là, il se trouve que je reviens d'Israël cette semaine et que ce que j'ai raconté a fait associer des religieux qui a dit mais pour nous, il y a des histoires d'âmes qui circulent et il y a des âmes masculines et des âmes féminines. Et effectivement, ce dont tu nous parles, on a l'impression que c'est l'âme de ce grand-père, parce que c'est à propos d'un qui entre dans un corps de jeune fille.
c'est magnifique parce que ça crée du narratif, ça crée du récit. Et ça crée à ce moment-là ce que je propose d'appeler un néocontenant narratif, là où on est dans des failles justement de la contenance. Voilà. Alors, s'il y a un point le plus important, c'est celui-ci, c'est qu'effectivement, compte tenu de tout ça, compte tenu d'une écoute de l'adolescence comme un processus dynamique de transformation, cette adolescence chrysalide, eh bien, et aussi grâce à un certain nombre de collègues, de travaux, un groupe qui s'appelle La Petite Sirène, etc., qui ont travaillé avec Caroline Eliachev, etc., ont permis de mobiliser, en particulier au niveau de l'Académie de médecine, un certain nombre de recommandations de prudence, celui de l'importance avant tout de privilégier un accompagnement à la fois médical et psychologique de ces enfants adolescents, mais aussi de leurs parents et aussi de leur famille. Donc de penser ça. Je pense que, comme ça, cliniquement, c'est ça ce qui est à privilégier et à retarder au maximum tout interventionnisme, en soulignant le caractère addictif de la consultation excessive de tous ces adolescents qui viennent par ces problématiques témoigner de leur mal-être, et dire qu'effectivement, plusieurs viennent, et alors ils emploient le terme « je veux une transition ». Transition, c'est je veux passer d'un corps de femme à un corps d'homme ou inversement. Hein. Et en fait, on sait qu'un certain nombre de pays sont extrêmement complaisants et qu'un certain nombre de médecins sont certainement complaisants avec une idéologie de la complaisance, soi-disant de respect de ces communes. Je crois qu'il faut être particulièrement prudent, c'est en tout cas ça que je veux témoigner avec vous, d'autant que beaucoup de ces interventions, évidemment, sont radicales et irréversibles, et que, de plus en plus, ce qu'on voit maintenant, c'est des gens qui souhaitent détransitionner. Alors, détransitionner quand on vous a enlevé les seins, quand on fait des mastectomies, quand on vous a coupé le zizi, quand on va... effectivement, ça devient très compliqué. Et il y a des procès qui ont été faits de personnes comme Bell, etc., je n'ai pas le temps de détailler, qui maintenant... voilà. Alors cette question, elle est intéressante à propos des dysmorphies du sexué autour de la question comme ça, mais elle se trouve, et c'est là où c'est intéressant, à propos de l'assignation très précoce dans ce qu'on appelait les ambiguïtés sexuelles autour de l'intersexuation, d'où l'intérêt effectivement d'être aussi extrêmement prudent avant d'intervenir. D'où l'importance, en cas de persistance d'une volonté de transition, entre guillemets, d'une prise de décision prudente quant au traitement médical par des bloqueurs d'hormones ou des hormones du sexe opposé. Donc vous savez qu'effectivement c'est un peu une certaine tendance qui se développe, avec en plus encore cette espèce de complaisance. Et d'où l'importance éthique d'avoir des réunions plus disciplinaires de concertation. Et c'est un peu l'objet de notre réunion d'aujourd'hui, de nous réunir entre collègues d'orientation, de formation différentes. Je vous remercie. Merci de ces tout renseignements. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui. Micro au fond, s'il vous plaît. Bonjour, merci beaucoup pour cet exposé qui était très clair et je pense que tout le monde est d'accord avec vous. Je voulais savoir à quel âge les adultes ou les adolescents décident de détransitionner. Y a-t-il un âge à partir duquel on peut se dire cette transition est réussie? Alors évidemment, on est encore... chaque fois qu'on est dans un normatif comme ça, quantitatif, on va être... il apparaît dans les exemples les plus classiques de détransitionnement critique, c'est plutôt 23 ans. Enfin, dans les exemples que je connais, quoi, c'est à cet âge-là, 23-25 ans. C'est comme si la transition avait... Enfin, la dite transition, je trouve le terme
intéressant en soi. C'est intéressant en particulier pour nous psy, parce que la notion de transition, ça rappelle toute la notion d'objet transitionnel, de mère-bébé, enfin bon, tout un truc. Et il se trouve qu'effectivement, on a vu des transitions, mais intempestives, avec hormonales, etc., d'enfants à l'âge de 12-13 ans, comme ça. Et on a vu des effets quand même très, très, très toxiques, d'autant que tous ces traitements-là, évidemment, ne sont pas sans effet, même s'ils sont uniquement médicaux et pas chirurgicaux. Oui. Moi, je voudrais en savoir un peu plus sur les no-genres. Les non-genres. Moi, j'ai une ado et elle me parle de no-genres. Et j'ai pas l'impression que ça existait avant. Alors, est-ce que ça a toujours existé qu'on ne connaissait pas, ou est-ce que c'est une nouvelle façon d'être? C'est-à-dire, on n'est ni fille ni garçon, mais finalement, ils sont quoi? Quelle est leur sexualité? Comment ils se développent? Est-ce qu'on a du recul? Est-ce qu'ils changent de sexe? Est-ce qu'ils ne changent pas de sexe? C'est quoi le no-genre? Alors, deux choses. Pour moi, les non-genres tels que vous en parlez, c'est d'abord des adolescentes. Je veux dire, bon. Ça m'amuse parce que lorsque la jeune Cérès, c'est évidemment pas son vrai prénom, s'est présentée à moi, elle me dit je suis habillé en garçon, et en fait je lui ai dit, mais assez spontanément, je lui ai dit, mais vous êtes habillé en ado? Alors regardez, oui, en fait moi, elle me faisait penser un peu à la bande dessinée Grand Duduche, et d'ailleurs, effectivement, c'est qu'il soit garçon ou fille, avec un corps qui est un corps en transformation, ça fait partie du corps pubertaire, et où elle se retrouve, effectivement, à accompagner, c'est ça. En ce qui concerne le mot non-genre, donc, si vous avez pu entendre que, pour moi, la notion de non-genre en tant que telle n'a pas de sens, puisque je considère que le genre, c'est la catégorie d'être dans un contexte socio-culturel. Voilà. Par contre, je pourrais entendre l'idée qu'elles se disent non sexuées. Non sexuées. C'est-à-dire, alors là, on va entendre ce discours autour des « je ne suis pas binaire », c'est-à-dire je suis ni un homme ni une femme, ce qui ne correspond pas du tout à la problématique vécue classique des dits transgenres et transsexuels, où alors il n'y a pas plus hétéronormé que les trans. C'est-à-dire, on ne peut pas plus. C'est vraiment, il va être des hommes alors qu'ils ont un corps de femme, il va être vraiment des vraies femmes, on ne peut pas plus. Voilà. Mais, voilà. Et donc, justement, c'est là où on voit que la problématique adolescente, c'est tout autre chose. Alors, les non-genres, c'est effectivement dans une manière de témoigner à un moment donné, dans un rapport à leur identité, de quelque chose qui est en train de se chercher, entre ceci, cela. Il faut savoir qu'on est tous construits sur une construction d'abord bisexuée. Il y a une dimension psychique bisexuée. Et cet aspect-là va se développer en fonction... Elle va se développer en fonction de contexte et elle va trouver, c'est là où l'importance des médias, des réseaux, etc., va trouver des... Alors, quand vous me dites, est-ce que ça va évoluer? Je pense qu'on est fondamentalement dans un effet de symptôme social. Je vous ai dit que l'adolescence est le meilleur reflet symptomatique de nos sociétés. Quand j'étais, il y a une vingtaine d'années, en Argentine, on m'a posé la question, mais on a énormément, c'est tout apparemment autre chose, mais ça revient au même, on a dit, mais il y a énormément de personnes qui sont anorexiques en Argentine. Il se trouve qu'effectivement, à un moment donné, l'adolescence va trouver des modes d'expression à travers son corps, de quelque chose qui témoigne d'une période de transition, de crise. C'était comme par hasard après les grands événements, dictature qu'il y a eu en Argentine, etc. Voilà. Il me semble que ce sera intéressant de revoir ce qu'il en est de ce qu'on appelle aujourd'hui tel et tel aspect dit asexué, transgenre, etc., dans un éclairage dans le temps, comme ça. En tout
cas, l'évolution, bon, on a le droit d'être, je veux dire, on a ce vit ce qu'on vit. Hein. Nous, ce qu'on voit, c'est pas les gens qu'on veut déterminer dans un sexe ou dans un autre. Ce qu'on voit, c'est les gens qui sont en mal-être dans ce qu'ils vivent. Oui. Merci beaucoup. Je ne vois pas d'autres bras qui se lèvent. Si ou... Ah oui, d'accord. On me dit que jusque-là, les enfants ados... Près du micro, s'il vous plaît, on n'entend pas. On me dit que jusque-là, les enfants, les ados ne s'exprimaient pas vraiment par rapport à leur sexe et comment ils se sentaient en eux-mêmes, et qu'en fait tout avait été se jouer à 3-4 ans, et ils savaient déjà que c'était par exemple la fille qui dit mais en fait je suis un garçon, et que dans nos générations personne n'en parlait et tout était étouffé, et que maintenant on prend en compte tout ce qu'ils disent, un peu l'enfant roi d'Israël, et qu'on les laisse s'exprimer et on fait ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, non, vous dites plusieurs choses. D'abord, la question, effectivement, des préoccupations dysphoriques du sexué vers 3-4 ans, etc., ça, on les connaît, effectivement. À mon sens, comme je vous l'ai dit, il faut les penser de façon différente de la problématique adolescente très particulière, comme ça. Hein. Il faut la penser dans une histoire qui a du sens généalogique. Je pourrais vous en parler, on n'a pas le temps. En tout cas, on a, pour aller vite, hein, je veux dire, le nombre d'histoires où l'enfant, à travers sa nouvelle demande d'être un homme ou une femme, témoigne de quelque chose dans l'histoire familiale, de deuil non élaboré, etc., je veux dire, c'est quelque chose qui se retrouve très régulièrement. Je travaille entre autres avec des équipes au Brésil, où j'essaye de développer effectivement une écoute généalogique de ces histoires, et c'est très éclairant, mais c'est très difficile, parce qu'on a effectivement, comme si c'est une occultation, comme si c'était interdit de penser ces questions psychiquement, à tel point qu'on en revient à dire que c'est comme si c'était que du biologique, alors qu'en fait, c'est quand même important de les penser en termes de construction. Alors, je crois que les adolescents, effectivement, aujourd'hui, ils ont la possibilité. Alors, donc, j'ai bien différencié l'histoire des 2, 3 ans, 5 ans des histoires adolescentes. Les adolescentes, ils peuvent aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, pouvoir s'exprimer, parler, échanger, se construire, et que l'adolescence a besoin de se construire à parité, a besoin de se construire dans la différenciation par rapport à ces générations qui se présentent, avec des groupes de pairs. Hein. Et donc, effectivement, ils vont, à travers les réseaux sociaux, trouver des identités parité. Ça fait partie de ce qu'on appelle des structures de franchissement, qui font partie du travail de construction de la subjectivité de l'adolescent. Des adolescents, masculins, féminins, etc. Voilà, dernière question peut-être. Dernière question. Oui, vous parlez que c'est le problème surtout des adolescents, mais ceux qui font par exemple sur le troisième qui demande lorsqu'on doit cocher si on est masculin, féminin ou la troisième case, ni masculin ni féminin, c'est pas des adolescents qui font ces papiers-là. Donc je veux dire, c'est des adultes, c'est des gens qui... donc c'est pas qu'un phénomène d'adolescent. Je viens de vous dire... Je viens déjà de vous répondre à ça, c'est-à-dire qu'il faut distinguer ces niveaux dysphoriques et ne pas tout mélanger. Et en particulier, il se trouve qu'actuellement, ce qui est devenu invasif est porté essentiellement autour de problématiques portées par des adolescents. Bon. La question, effectivement, des dysphoriques, elle, à mon avis, est une question qui mérite un travail beaucoup plus... de concertation, etc. Je pense qu'on néglige, et ça c'est une position que je développe, hein, je pense qu'on néglige la construction généalogique du sexué. Et à ce moment-là, ce n'est pas des adolescents, c'est que ça se construit sur un processus généalogique. Je vous ai parlé de mélancolie du féminin dans l'exemple de Cérès.
c'est une histoire sur 4 générations. Donc ce n'est pas uniquement quelque chose au niveau de la période adolescente. Voilà. Bien, merci encore. Donc la prochaine session, c'est la prise en charge des dysmorphies mammaires qui va avoir lieu en vidéo. Est-ce que vous pouvez nous brancher la vidéo, s'il vous plaît ? Bonjour à toutes et à tous. Alors j'ai enregistré aujourd'hui cette présentation parce que malheureusement je ne pouvais pas être présent au congrès avec vous aujourd'hui. Donc la présentation, je l'ai enregistrée grâce au soutien humain et technique de l'Université de Lorraine, que je remercie ici. Et je vais vous parler aujourd'hui de la multitude des anomalies morphologiques mammaires de l'adolescente. En fait, je vais centrer le propos sur les anomalies qui sont les plus fréquemment vues au sein de nos cabinets. Donc j'ai fait un choix tout à fait subjectif. Alors je ne vous parlerai pas de l'ensemble des anomalies squelettiques du thorax, pectus excavatum, thorax en carène, scoliose, attitude scoliotique, qui sont soit seuls, soit qui accompagnent une anomalie mammaire. Je ne vous parlerai pas non plus du sujet très particulier des séquelles de brûlure thoracique, où là, il faut accompagner finalement le développement de la glande mammaire tout au long de la croissance du sein. Je vais donc vous parler de la demande la plus fréquente, qui est celle d'une réduction de la poitrine, pour des seins trop lourds. Des demandes qui sont assez fréquentes avec des formes anormales. Et dans ces formes anormales, on retrouve tous les syndromes dits des seins tubéreux. On va les voir avec des aspects qui sont parfois assez différents. Le fameux syndrome de Paulan, qui est quelque chose d'assez fréquent. Et enfin, les asymétries de volume. Et puis enfin, la dernière demande, c'est une demande d'augmentation de la poitrine pour des hypotrophies mammaires bilatérales sévères, mais qui est une demande finalement qui est peu fréquente chez l'adolescente en tout cas. Alors, l'hypertrophie mammaire, c'est la demande la plus importante. Les adolescentes viennent accompagnées de leurs parents. La demande, elle est toujours, elle se présente toujours de la même manière. Ça peut être pour des douleurs qui sont sur les trapèzes, douleurs dorsales. Ce sont des douleurs qui ne sont pas toujours corrélées au volume du sein. Et parfois, ces douleurs sont mises au premier plan, alors qu'il y a également des difficultés d'ordre vestimentaire ou sportif. On voit que la question de la lourdeur de la poitrine est importante également, qui peut obliger certaines jeunes filles à dormir même avec un soutien-gorge pour les soulager du poids des seins. La difficulté vestimentaire, oui, surtout à certaines saisons, surtout pour l'été. Et la gêne sportive est également une demande fréquente. Enfin, bien souvent, pour les très jeunes filles, elles font l'expérience parfois, non seulement dans leur école, mais surtout à l'extérieur du regard des hommes adultes, et qui peut être vraiment perturbant pour ces jeunes filles. Donc tout ça, ce sont ce qui les amène à finalement consulter. Donc je vais vous montrer quelques exemples et on va ensuite parler des particularités de la réduction mammaire chez l'adolescente. Donc ici c'est une post-adolescente, on va dire 18 ans, avec une asymétrie mammaire, un sein gauche qui est un peu plus gros. La réduction a emporté 322 grammes de tissu glandulaire à droite contre 468 à gauche. On voit
ici donc, une image donc, à 3 mois. Chez l'adolescente, les cicatrices sont habituellement inflammatoires. Elles sont habituellement rouges, longtemps, plus rouges que chez l'adulte. Et il faut les prévenir. Elles sont parfois hypertrophiques également, avec du prurite. Et puis, en général, entre 12 et 18 mois après l'intervention, les cicatrices blanchissent, elles s'affinent, elles deviennent moins épaisses en tout cas, et on a un résultat qui est définitif. Ici, pour cette adolescente de 15 ans, l'hypertrophie s'accompagne aussi d'une forme anormale. Donc il faut bien, dans la consultation, demander en fait ce qui gêne. Est-ce que c'est vraiment le poids des seins ou est-ce que c'est la forme des seins? Ici, il y avait les deux raisons. La forme, donc il y a une hypertrophie et notamment une forme tubéreuse. Alors à quoi est-ce qu'on reconnaît la forme tubéreuse, notamment du sein gauche, mais un peu aussi à droite? C'est la rectitude du cadran inféro-interne. On voit qu'il n'y a pas de galbe, il n'y a pas de galbe arrondi, c'est assez droit. Et puis les aréoles sont très distendues, surtout la gauche. Donc là, chez elle, j'ai fait une réduction de 186 grammes à droite et 287 grammes à gauche. On la voit 3 mois plus tard, avec des cicatrices qui sont peu inflammatoires. Et puis 10 mois plus tard, avec une petite récidive de cet aspect rectiligne du cadran inféro-interne. Enfin, un cas tout à fait particulier, très rare, d'une hypertrophie mammaire floride, avec des seins absolument gigantesques, chez une jeune fille de 15 ans. Et l'intervention a été faite en 2 temps, à quelques années d'intervalle. Une première intervention où la réduction du sein droit a été de 2,4 kg pour 2,1 kg du côté gauche, avec des difficultés forcément de remodelage de la glande, parce qu'il faut redonner une forme à cette glande, donc travailler à la fois sur la peau et à la fois sur le tissu lui-même. Donc une forme qui n'est pas très jolie, et puis une demande de nouvelle réduction 3 ans plus tard, et on a quand même enlevé à nouveau 650 grammes presque et 327 grammes à gauche, avec là un résultat qui est plus satisfaisant. Alors je ne rentre pas dans les détails de comment fait-on une réduction mammaire. Pour ça, je vous renvoie vers un petit dessin animé que j'ai réalisé et qui parle de comment on fait et puis quels sont les risques de cette réduction mammaire. En fin de présentation, on va revenir sur les indications. Concernant les formes anormales, la première de ces formes, ce sont les seins dits tubéreux ou tubulaires. Ces seins associent à des degrés variables différentes anomalies. La première, elle est constante, c'est l'anneau de constriction cutanée. C'est comme si la glande mammaire devait se développer au travers d'un anneau invisible, bien sûr, inextensible au sein de la peau, et ce qui va entraîner donc la déformation de la glande. Et cet anneau peut être plus ou moins complet, on va le voir. Ça peut entraîner un aspect de protrusion aréolaire. On peut retrouver aussi des ptoses, comme on l'a vu sur une patiente précédente. Enfin, on retrouve souvent des aréoles qui sont très larges, et puis peut s'y associer également des anomalies de volume. Toutes ces formes-là, alors les formes surtout sévères des seins tubéreux sont de traitement difficile. Quand on dit difficile, c'est-à-dire que le résultat immédiat peut ne pas être optimal.
Et puis, ce sont des patientes qui peuvent nécessiter, plusieurs années plus tard, de correction à nouveau parce que le sein vieillit moins bien. Alors voilà les trois grades de sein tubéreux, vous voyez avec des formes qui sont quand même très différentes. Le premier grade, c'est lorsque la constriction cutanée est limitée au cadran inféro-interne. Et on a une rectitude du cadran inféro-interne. Ensuite, la constriction peut concerner tous les cadrans inférieurs. Et à ce moment-là, on a l'impression que le sein tombe par-dessus en fait, le sillon sous-mammaire. Et enfin, si l'anneau est vraiment complet, la glande se développe au travers de cet anneau et donc vraiment donne cet aspect en tube au sein qui a donné son nom au syndrome. On peut donc voir aussi d'autres éléments. La ptose, elle est définie par une distance fourchette sternale mamelon supérieure à 21 cm, mais également aussi des aréoles qui sont anormalement élargies comparées au volume du sein. En général, la taille de l'aréole est proportionnelle au volume du sein, mais dans les seins tubéreux, on peut avoir des seins de bonnet B avec des aréoles qui sont vraiment très très distendues. On verra un exemple un peu plus loin. Et puis, bien sûr, peuvent s'y ajouter des asymétries de volume. Alors voilà, je vous présente quelques exemples. C'est une jeune femme que j'avais vue en 2009, alors qu'elle avait déjà été opérée quelques années auparavant, opérée par des implants mammaires gonflables. Et l'un des implants, l'implant droit, s'était dégonflé. Il était rempli de sérum physiologique. L'implant était totalement dégonflé. Et donc, on voyait réapparaître en fait la forme initiale du sein. Et ça, donc, elle avait toujours son implant gonflable de l'autre côté. Donc, j'ai remplacé ces implants par des implants en gel de silicone. Vous voyez donc là la forme vraiment tubulaire du sein. Et vous voyez que malgré l'augmentation, il persiste en fait cette forme tubulaire avec la procidence de l'aréole, qui là n'est pas corrigée par la seule pose de l'implant et qui aurait nécessité une injection de graisse, comme on va le voir sur les patientes suivantes. Alors voilà typiquement des seins tubéreux pour lesquels on a une ptose du sein, une distension de l'aréole, une rectitude du cadran inféro-interne, alors même que les seins ne sont pas très gros. Alors, parfois l'aréole est tellement élargie, comme dans son cas, que dans la réduction mammaire, il reste encore de l'aréole. On ne peut pas enlever toute l'aréole, et il reste une partie pigmentée de l'aréole qui va se trouver sur la cicatrice verticale qui a permis le remodelage du sein. Enfin, donc, un dernier exemple de sein tubéreux. Donc, on a des seins typiques de grade 3 avec une constriction complète de la peau. Et là, par chance, c'est une jeune femme qui avait des réserves graisseuses suffisantes et on a pu augmenter le volume du sein par des injections de graisse, 3 séances, mais également on a pu réaliser ce qu'on appelle des fasciotomies, c'est-à-dire une section percutanée avec une aiguille de tout cet anneau de constriction autour du sein pour permettre justement à la peau de s'expandre. Et on voit d'ailleurs l'apparition de vergetures qui sont rouges encore à ce niveau. Donc voilà la même patiente vue de face avec le résultat après 3 séances. Alors le syndrome de Paulan, c'est un syndrome qui est intéressant parce que,
quand on l'a repéré une fois, on sait tout de suite repérer les signes de ce syndrome. Il touche à la fois les filles et les garçons. Il est unilatéral. Il associe différentes anomalies, différents signes. Le signe qui est toujours présent, c'est l'agénésie des faisceaux inférieurs du grand pectoral. Le grand pectoral a 3 faisceaux. C'est les faisceaux costaux et sternaux qui sont absents. Il reste uniquement le faisceau claviculaire. On y trouve une dystopie aréolaire, une hypoplasie mammaire. Il peut s'y associer des anomalies squelettiques de l'hémithorax. Et puis, il faut toujours regarder les mains. Les doigts, parfois, peuvent être particuliers avec une deuxième phalange qui est plus courte et qui donne un aspect particulier à la main. On parle de brachie mésophalangie. Alors, voici un exemple de syndrome de Poland chez une petite fille que j'avais vue à l'âge de 7 ans, avant même le début de la croissance mammaire. Et on remarque immédiatement 2 choses. La première chose, c'est la forme du pilier antérieur de l'aisselle. On voit que le pli de l'aisselle ici, c'est un pli normal. Et ici, le pli remonte. En tout cas, il a une forme tout à fait différente par rapport à l'autre côté. Et quand elle lève les bras, on voit bien le relief du grand pectoral, alors que le relief de l'autre côté est absent. La deuxième chose qu'on remarque, c'est la différence de hauteur du mamelon. Et dans le syndrome de Poland, le mamelon est toujours plus haut que le mamelon opposé. Alors chez le garçon, on a les mêmes choses. On aura en plus, après l'adolescence, en fait une absence de pilosité pectorale du côté du syndrome de Poland. Et puis on la voit à 14 ans avec un sein gauche qui s'est largement développé et puis un retard de croissance du côté du syndrome de Poland qui la gêne et qui a motivé la consultation. Par contre, vous voyez que on remarque encore une fois l'asymétrie des plis du pilier antérieur avec l'absence de grand pectoral. Donc la solution retenue chez elle, faute de réserve graisseuse suffisante, a été d'augmenter le volume du sein droit par un implant et de corriger la forme du sein gauche par une mastopexie à 3 cicatrices périaréolaires, verticales et sous-mammaires. Alors, bien sûr, ça pose la question de l'avenir des implants chez les jeunes filles. C'est des questions qu'on se pose également chez la femme adulte, mais chez les adolescentes, la question prend encore plus d'importance. Je ne vais pas y répondre ici, et je vous renvoie à nouveau sur un petit dessin animé que j'ai réalisé, donc à l'attention des patientes, et vous saurez tout sur les conséquences de l'usure des implants. On passe maintenant aux asymétries de volume, qui sont une demande qui est fréquente. Et la question, c'est toujours la même. Faut-il réduire le sein le plus gros ou augmenter le sein le plus petit? Alors, il n'y a pas de réponse univoque. Et ça, c'est vraiment une discussion qu'on doit avoir avec la patiente et ses parents éventuellement. Donc, on peut tout à fait réduire le sein le plus gros, et c'est une technique classique de réduction mammaire. On peut augmenter le sein le plus petit. Et dans ces cas, dans la mesure du possible, on préférera utiliser des transferts graisseux, parce qu'on n'aura pas les inconvénients de l'utilisation d'un implant. Le sein sera parfaitement normal, souple, et va pouvoir aussi évoluer dans le temps de la même manière que le sein opposé, avec les prises ou les pertes de poids. Mais on peut aussi combiner les deux, réduire un petit peu d'un côté, augmenter de l'autre. Enfin, tout est absolument possible.
Et c'est une vraie discussion avec la patiente qu'on doit avoir. Alors ici, un exemple tout simple de réduction uniquement du sein le plus gros, avec les 3 cicatrices classiquement. Et puis chez elle, plutôt donc une augmentation. Elle a décidé de ne pas toucher à la forme ni au volume du sein gauche. Et par contre, on a augmenté avec par 2 séances le sein droit. Alors vous voyez aussi que ça fait partie des limites de l'injection de graisse. Il faut d'une part que les réserves soient suffisantes, et puis d'autre part, l'évaluation du volume qu'on doit injecter n'est pas aisée, parce qu'il faut toujours surcorriger dans la mesure où on sait qu'il y aura 20 à 30% de pertes graisseuses dans les 2 mois qui suivent l'injection. Mais parfois, vous voyez que dans son cas, j'ai injecté un peu trop et le sein droit est même aujourd'hui un petit peu plus gros que le gauche. Donc, elle est encore, on va dire, très jeune. On va attendre quelques années avant de décider de ce qu'on doit faire. Alors, vous aurez aussi la possibilité de tout comprendre sur les greffes graisseuses, comment ça marche, pourquoi est-ce qu'il faut surcorriger et qu'est-ce qu'on peut attendre de cette fabuleuse technique. La dernière demande, c'est celle des augmentations mammaires par implant. C'est une demande qui est finalement rare. C'est une demande qui est extrêmement fréquente dans notre pratique de chirurgie plastique chez la jeune femme, donc à partir de 18 ans. Mais chez l'adolescente, les consultations pour ce motif-là sont finalement rares. Ce sont toujours des patientes très minces, et donc il n'y a pas de réserve graisseuse pour une augmentation par graisse. L'information chez ces jeunes filles doit être très rigoureuse, bien entendu. Elle l'est déjà chez l'adulte, mais là, elle doit être encore plus attentive. La présence des parents est souvent utile pour juger aussi du degré de motivation de la demande. Donc voilà un exemple, une jeune fille de 16 ans avec vraiment une poitrine toute petite, et un décalage finalement entre la perception qu'elle a d'elle-même. Elle est au lycée, elle a déjà d'autres amis qui ont une poitrine qui a fini sa croissance, et puis elle reste avec ce corps finalement d'enfant, et ça peut être vraiment difficile. Donc voilà, une augmentation par implant, tout à fait classique. Voilà, on a fait un tour d'horizon des demandes qu'on pouvait rencontrer dans nos cabinets, et je voudrais maintenant répondre à certaines questions qu'on se pose toujours en présence de ces très jeunes filles. La première, c'est: quand opérer, ou faut-il opérer, et si oui, à quel âge? Alors c'est toujours dans ces cas-là, on va toujours se poser la question du rapport bénéfice-risque, et c'est l'analyse, la mesure de ce rapport bénéfice-risque qui nous permet de dire bon, oui, il y a un intérêt à le faire chez elle ou pas. Alors c'est d'abord l'importance de la gêne, et qui peut être une gêne effectivement physique, sociale, psychologique, l'ancienneté de la demande, bien sûr, si c'est une demande qui est exprimée depuis déjà 2 ans, 3 ans, elle aura plus de poids qu'une demande qui ne date que de quelques mois. Le retentissement, et
là, on peut prendre tous les domaines du retentissement physique, social, affectif, psychologique, scolaire également. La stabilité du volume, ça ce sera très important pour choisir le moment de la réduction mammaire. On essaiera dans la mesure du possible d'attendre que le volume soit stabilisé. Moi je demande que est-ce qu'il y a eu un changement de taille de soutien-gorge dans les 6 derniers mois. Et puis enfin, très important, même si théoriquement ce n'est pas toujours nécessaire, mais je crois que le consensus familial est vraiment important pour accompagner le projet et entourer la patiente dans cette aventure, dans cette épreuve en tout cas. Alors qu'est-ce qu'il faut dire ? Chez l'adolescente, en particulier, le risque cicatriciel est à prendre en compte. Les cicatrices sont, comme je vous l'ai dit, souvent plus rouges, plus inflammatoires et peuvent dégrader finalement en partie le résultat esthétique. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte, encore une fois, dans la balance des avantages bénéfices-risques. Le risque pour l'allaitement, c'est uniquement dans le cas des réductions mammaires. Les augmentations mammaires n'ont aucune incidence sur l'allaitement. Le risque de perte de sensibilité des mamelons, donc ça aussi, alors ça c'est dans toute chirurgie, en tout cas soit de réduction mammaire, soit d'augmentation mammaire par prothèse. Bien sûr, les augmentations mammaires par injection de graisse ne modifient pas la sensibilité. Les modifications liées au poids, il faut bien prévenir ces jeunes femmes qui sont à des périodes de la vie où il peut y avoir un léger surpoids, leur IMC à 16 ans ne sera pas celui qu'elles auront à 25 ans ou à 30 ans. Et les modifications du poids peuvent faire réapparaître en fait une asymétrie quelques années plus tard, surtout si on a corrigé l'asymétrie par un implant au départ. Et ça peut être l'une des causes, l'une des raisons d'une nouvelle intervention donc à distance. Ça aussi, c'est un élément, c'est une notion. Je vais être obligé de très couper la vidéo là parce qu'elle est plus longue que prévu. Et comme il y a une autre session après, je suis au regret de terminer cette vidéo. Et je vous remercie.